Bonjour de l'Institut culturel italien de Lyon. Aujourd'hui, en conversation avec l'écrivain Roberto Ferrucci, donc da Venezia, Roberto Ferrucci, Racconti di Venezia. Bonjour Roberto. Bonjour Anna. Alors, on se connaît depuis quelque temps, donc on peut se tutoyer. Alors, la raison de ces conversations qu'on a récemment entrepris est due, comme je le dis normalement, par la situation de la période qui nous oblige de ne plus entretenir, de ne plus inviter des personnes, des personnages, des écrivains, des artistes, des musiciens auprès de notre institut. Mais l'occasion est toujours favorable et bonne pour entretenir des petites conversations et aussi en suivant le déroulement de notre programme de cette période qui aurait entrepris une analyse, un examen, un vol d'oiseau sur la situation vénitienne, aussi sur la ville de Venise, et donc à l'aide aussi d'experts et de protagonistes de la culture à Venise. Alors, Roberto Ferrucci, la raison de cet entretien vient aussi d'une offre, d'un don, d'un cadeau qui m'a été fait. La maison d'édition a envoyé l'année dernière, au mois d'août, ce petit livret qui est ici dans notre institut, Venezia e Laguna, Venise et Lagune. Il y a aussi en exergue une citation d'un livre de Tiziano Scarpa qui dit « Nous avons eu peur qu'un jour Venise puisse changer d'idée et repartir. Nous l'avons rattachée à la lagune. Pourquoi? Pour de peur qu'elle n'ait pas la folle idée de repartir et naviguer loin. Et cette fois pour toujours. » C'est une citation de Tiziano Scarpa, un autre écrivain vénitien. Et c'est une citation de Venezia, un pêche, Venise est un poisson. Avant tout, je te remercie de l'invitation, surtout vu que j'étais invité à Lyon il y a 2 ans et j'ai passé des jours vraiment merveilleux là-bas. J'ai découvert une ville que j'ai beaucoup envie de revoir et surtout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de revoir n'importe quel village, même autour de Venise, parce qu'on est confiné depuis 3 mois à la maison. Donc, je n'ai même pas mémoire de la terre ferme où habitent mes parents et tout ça. Le livre, c'est un livre que, comme justement tu as dit, est ressorti, en fait, mais dans une version enrichie en 2019 parce que l'origine de ce livre, c'était en 2015 et le livre était sorti chez Feltrinelli, mais uniquement en numérique. Et moi, j'avais un peu eu l'idée de le garder en numérique et de ne le faire jamais arriver à un papier. Après, Benoît Véril de la Contralée, de la maison d'édition La Contralée de Lille, l'a découvert. On se connaissait déjà en fait, et il a insisté pour le traduire en français, pour le publier en français dans sa belle collection qui s'appelle Périphérie. Et là, bon, moi je dis oui parce que en fait, comme tu sais bien, moi j'adore la France, j'adore tout ce que c'est le niveau littéraire, éditorial de français. Et donc, je dis oui. Et justement, vu que le livre se passe entre Venise et Saint-Nazaire, où j'étais en résidence d'écriture en 2008 et où je reviens quand je peux. Et il a demandé une préface à Patrick Deville, l'écrivain
des romans comme Peste et Choléra, qui a gagné les prix féminins, comme Viva, comme Pura Vida, voilà. Et parce que Patrick Deville est le directeur de la Mythe de Saint-Nazaire, qui c'est une association littéraire, lui est le directeur littéraire, qui organise des résidences d'écriture à Saint-Nazaire, dans un merveilleux appartement qui donne sur la Loire, un endroit spécial. Et donc, ce livre, en fait, est né par rapport à ça, parce que tout d'un coup, quand j'étais là en 2008, je me suis rendu compte, après quelques jours, pas tout de suite, que devant ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre, il y avait un paquebot en construction. Et bon, je me suis dit, bon, c'est normal, il y a des chantiers, en plus, c'est une ville portuaire, donc... Mais après quelques jours, je me suis promené dans le port, je me suis rendu compte que c'était une de ces paquebots qui arrive qui, après, est venu à Venise et il vient régulièrement, il revient, c'est la MSC Poesia. Donc, là, il y avait quelque chose de Venise à bah oui, Saint-Nazaire. À Venise, il y avait quelque exactement. chose de Saint-Nazaire. Ouais. Et donc, Patrick a écrit la préface et le livre. Et cette année, le livre est sorti parce que tu sais que même en France, il y a cette un peu, peut-être qu'on va parler après, mais un peu de méfiance par rapport au livre numérique, non? Et donc, j'avais toujours, quand je rencontrais des lecteurs, je disais, mais pourquoi le livre ne sort pas en papier, ne sort pas en papier, ne sort pas en papier? Enfin, la maison d'édition qui, attention, a son siège à Marghera, qu'on parlera après, l'a publié dans cette belle édition en Donc, papier. ça fait partie des textes de référence par rapport à tous ceux qui a changé dans le skyline de la lagune depuis l'apparition de ces grands paquebots, de tous les problèmes qui affligent notre belle ville. Ouais. Et bon, une ville qui est quand même encore attachée à la lagune, qui n'a pas encore pris le vol. Alors, et la mer qui n'a pas encore pris la mer, donc on ne va pas lui dire que c'est une invitation au voyage, pas encore. Pour repérer un peu la base de quelques-uns de tes ouvrages, de tes travaux, je voudrais un peu rappeler, bon, déjà les premiers livres que j'avais lus et que j'ai à la maison, je l'ai gardé à la maison, mais je l'ai encore dans l'édition originaire. C'est ton premier livre, Terra Rossa, de 1993. Oui, on rappelle un peu quelques titres un peu pour tous les amis qui ne te connaîtraient pas. Peut-être il y en a quelques-uns. Giocando a pallone sull'acqua en jouant au ballon sur l'eau, c'est un livre de 1999. Et après, en 2003, tu as publié Aller et retour, andata e ritorni. Et surtout en 2007, un livre qui a un peu fait la démarque, la différence, Cosa cambia? Ça change quoi en traduction pour le seuil? Et donc, il y a aussi d'autres livres qui sont sortis en français. Il y a par exemple Sentimenti sovversivi qui est sorti en édition bilingue. Et après aussi en italien pour ISBN e Feltrinelli. E pour le cose le storie che capitano in italien. No, storie che accadono, che c'est celui-là en fait en français, que c'est ces histoires qui arrivent. Storie che accadono. Voilà, je partais du français pour arriver à l'italien. Tu as retraduit. Oui, on ne se souvient pas d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on arrive, si c'est en partant du français pour arriver à l'italien ou vice-versa. Donc, chaque auteur, à mon avis, a une sorte de fond d'écran, moi je dis, une sorte de base, un produit de la terre. Donc, pour toi, cette terre, ce fond d'écran, c'est Venise et la lagune. Ça, c'est indiscutable. Et les raisons pour cela, je crois qu'elles sont différentes. Donc, il y a des raisons
forcément sentimentales, il y a des raisons civiques, il y a des raisons de territoire, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, écoute, c'est vrai que alors moi quand j'ai commencé à écrire, que c'était plutôt avant le 1993, j'avais un peu peur d'écrire sur Venise, non? Parce que tu sais bien, tout le monde sait, que Venise, c'est la ville plus racontée, plus montrée, plus photographiée, plus peintre, non? C'est dit Peinte, dipinta. Hein. peinte. Mhm. Et qu'est-ce que je peux ajouter encore par rapport à Thomas Mann, à Goethe, tu vois, au monde entier, à mon ami Jean-Philippe Toussaint, qui a écrit son premier roman qui s'appelle La salle de bain et qui se passe à Venise, que c'est un merveilleux roman Brodsky vénitien. aussi. Joseph Brodsky, bien sûr. Non, mais c'est plein, plein, plein. Non, Ouais. donc, et je ne cite pas les films et tout le reste. Donc, il y avait un peu ça, le fait de ne pas avoir un sujet ou quelque chose qui pouvait un peu, je ne veux pas dire enrichir, mais ajouter quelque chose, non? Et le fait, c'est que, en fait, arrive un moment où c'est Venise qui te demande de te raconter. C'est ça la chose bizarre que j'ai remarqué. Parce que tout d'un coup, je me suis retrouvé à écrire sur et de Venise de ma vie. Il ne s'agit pas de Venise Lagune, parce que Venise était déjà entrée dans Sentiments subversifs, le livre bilingue qui était publié par la mythe de Saint-Nazaire. Et, mais elle était un peu entrée, comment dire, discrètement. C'est-à-dire que dans ce livre qui s'appelle Un jouant un ballon sur l'eau, Mhm. qui raconte les péripéties de l'équipe de Venise qui remonte en première division, en Venezia in Ligue 1, Serie A. en Ligue 1 exactement, après 31 années. Non, et donc, il y avait l'ancien directeur du journal où j'écrivais qui m'avait demandé si j'avais envie de raconter les matchs en Ligue 1 de Venise, mais avec ma veste d'écrivain. Donc, j'étais libre de raconter ce que je voulais, même pas du match de foot. Mais... Et là, alors, j'ai un peu franchi la frontière, en fait. Non? Alors, je commençais avec quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'art, avec la littérature, avec la culture, et à tout ce que, à l'histoire avec l'H majuscule, qui est la grande richesse de Venise. Je suis entré par le côté, non, le foot à Venise, qui de toute façon a une originalité pure parce que moi j'habite ici à 30 mètres du stade et le stade Stade c'est de une petite, Venise a le Santa stade de Elena. Venise, exactement. Le stade Pierluigi Penso, que c'est le plus ancien stade euh, parmi les équipes professionnelles aujourd'hui et que c'est une petite île. C'est pour ça le Mm. titre En jouant un ballon sur l'eau, parce que c'est vraiment, il est placé sur l'eau. Et il y a un autre stade que j'ai trouvé qui est placé sur l'eau, grâce à toi, il y a quelques années, que c'est le stade du Zénith de Saint-Pétersbourg, que même lui, il est placé sur l'eau. Ah, Et d'accord. là, j'ai écrit un petit reportage par rapport à ça, parce que j'ai trouvé ça vraiment une autre connexion, une coïncidence, qui ce sont les typiques coïncidences littéraires que les écrivains remarquent toujours. Donc, le foot garde quand même une place assez importante. Il y a Ouais, quelques passions qui résistent. Alors, le premier livre, c'était sur la Terra Rossa, c'était les cours de tennis. Donc, c'est ouais, le tennis. Maintenant, bon, le foot, on peut aussi, tu as aussi d'autres passions. Par rapport au cinéma, par exemple, tu as soigné la partie des locations, de location à ouais. chercher pour le set du Oui, le film repérage de. Pane e Tulipani de Soldini. Mhm. Puis encore, je me souviens que tu as
Tu as fait des clips, de vidéos, Je travaillais à la télé, en fait. de musique de Venise, donc Pittura Fresca. Ouais. Et encore, bon, tu aimes beaucoup maintenant, dans les derniers 20 ans, tu aimes, parmi tes passions, il y a l'enseignement de l'écriture. La création littéraire, oui. Des créations littéraires. Mm-hmm. Et en même temps aussi, tu as avec un collègue dont peut-être tu peux rapidement nous parler, parce qu'on est en train de parler de plein de choses. Tu aimes les romans, et les romans même récents, mais qui sont hors catalogue, qui sont sortis du catalogue. Est-ce que tu peux nous dire avant de... Bah, écoute, on peut faire un petit, justement, tu as fait un très beau résumé de ce qui c'est l'imaginaire d'un écrivain. Moi, je trouve, c'est sûr que chaque écrivain a son imaginaire où il va régulièrement, comme dire, à ouvrir les boîtes et voir dedans qu'est-ce qu'il y a qu'on peut utiliser comme des outils, non, de l'écriture. Donc, c'est vrai que, par exemple, oui, le foot, le tennis, ben, moi, je trouve qu'il y a des sports, des disciplines sportives qui ont un très fort côté romanesque, non? Tout simplement, par exemple, on sait qu'un match de tennis, théoriquement, peut être infini. Parce qu'il n'y a pas une durée temporelle, il faut chaque fois avoir 2 points d'avance par rapport à l'adversaire. Donc, on peut continuer à l'infini, ça c'est magnifique, non? Parce que donc c'est quelque chose qui te donne des contenus, de lymphe pour oui, et toutes les petites histoires qu'il y a dans un match de foot aussi, par exemple, non? Que ce n'est pas la chronique, ce n'est pas ce qui se passe au 17e de la mi-temps, ou non, c'est des choses qui passent, qui sont plutôt invisibles. Et donc, c'est un peu ça. Il y a aussi le travail que tu as remarqué de vidéos, parce que pour 6 ans, je travaillais à la télévision italienne de la Slovénie, non, la Tele Capodistria. Qui c'est une télévision italienne pour la minorité italienne de Slovénie et Croatie. Et là, naturellement, oui, je me suis amusé beaucoup à faire des émissions, mais aussi à être réalisateur de vidéos, de documentaires, de vidéoclips et tout ça, qui a été aussi vraiment un aspect très important pour mon écriture, parce que apprendre surtout la magie du montage, donc quand tu as tout le matériel que tu as tourné, et donc tu as tourné des heures et des heures d'images, et après tu dois réduire à une certaine quantité de minutes qui c'est 30, 40, 50 minutes. Et là, je dois dire que c'est un peu vraiment comme écrire un roman. C'est-à-dire que tu études, tu prends des notes, tu lis des livres, non? Et après, il faut faire une synthèse romanesque. Et là, donc, ça a été vraiment très important pour moi, tout ça. Et en arrivant à la création littéraire, c'est d'un côté, il faut que j'avoue que c'est aussi un travail. Donc, c'est une façon pour un écrivain qui n'est pas un best-seller, qui n'est pas un écrivain de 200 000 exemplaires par livre. En plus, moi, que je publie chaque 4 années, comme les Jeux olympiques, non, parce que je suis resté aussi de côté sportif. Dit toujours mon éditeur je suis comme les Jeux olympiques, j'arrive chaque 4 années, tous les 4 années. Et c'est, il y a ce côté-là, donc travail, donc de l'argent, pour simplifier. Mais de l'autre côté, c'est vrai que c'est quelque chose qui me donne toujours la possibilité d'une confrontation avec des gens qui ont envie d'écrire, mais qui sont surtout des lecteurs, et aussi de continuer sans cesse à analyser et à un peu décomposer, à recomposer l'écriture.
non? Grâce à eux, grâce aux gens qui participent. Cela est Je très tiens intéressant. Il faudrait avoir un moment où tu nous expliques un peu toutes les pour la formes, prochaine fois, si tu veux, les on peut le faire. racines, les sources pour la Ouais. création et la réalisation d'un récit, d'un Oui, raconte. le texte de narration, oui, oui. Oui, les prétextes de narration, i racconti dont on Ouais. parlait tout à l'heure, qui est aussi le titre de cette conversation. Pour terminer, alors, j'aimerais que tu nous laisses un peu sur une sorte de, de détachement par rapport à Venise et Mhm, alors, que tu nous parles un peu de terraferma, de terre ferme. D'ailleurs, nous mhm. partageons tous les deux une petite localité à côté de Venise, de l'autre côté du pont, qui est Marghera. C'est un peu le même endroit où nous sommes nés et on Ouais, partage aussi quelque chose d'autre par rapport à l'année de naissance, mais on laisse tomber. oui. Et de ces aspects-là. C'est une année importante cette année pour Ah vous. oui, oui, on devient majeur enfin. Ouais. Et alors, l'aspect de Marghera, donc c'est une ville nouvelle qui nous est chère et par rapport à un aspect de, bon, moi j'y ai vécu toute ma vie, presque une bonne partie de ma vie, et Mhm. j'allais à Venise en bus tous les jours de Marghera. Mais Marghera n'est pas que ça, n'est pas que les industries, le port, c'est aussi un grand projet industriel et social. Et je voulais un peu que tu nous salues par quelques considérations sur cela. Oui, donc moi je suis né, oui, tu sais, À Marghera. là, parce que ce jour-là, ma mère est allée voir ma grand-mère et moi j'ai décidé de sortir, hein, parce que je me suis dit, bon, là, je me sens à l'aise et donc la chose que je n'ai On jamais n'est pas trop racontée, en nombreux fait, à voir dans cela sur notre carte oui, exactement. Mais non, mais d'identité. par contre, je suis aussi né dans le même lit où est née ma mère, où est née sa sœur, Ah oui. ma tante, ma cousine. Donc, c'était quelque chose de aussi de très romanesque, non, aussi les débuts. Et là, c'est une ville bizarre, c'est une ville étrange, c'est une ville qui n'a aucun intérêt au niveau artistique, historique et tout ça, mais qui a un rapport très fort et très strict et très aussi, même là, contradictoire, mais dans une contradiction très riche, à mon avis, que c'est Marghera, que c'est en face de Venise, et c'est exactement le contraire de Venise si on va la voir au niveau historique, artistique, architectural et tout ça. Mais c'est vrai que l'architecture de Venise, que c'est une architecture historique, le gothique, tout ça, le byzantin, Marghera, c'est l'architecture des années 50, 60. Non, c'est une ville qui est une ville post-moderne, hein, et que aujourd'hui, c'est un sujet très important parce que, bon, il y a les fabriques, comme justement tu as dit, mais il y a aussi le côté résidentiel et qui va de plus en plus être à transformer ce qui était connu un peu nommé comme un dortoir. Non, c'était là où les ouvriers logeaient, les familles des ouvriers logeaient, et c'était une liaison vraiment complètement, uniquement professionnelle. Il y avait personne, je crois, qui choisissait, bon, je vais vivre à Marghera. Non, non. Peut-être mes parents. Voilà, peut-être, mais Mhm. tu vois, c'était. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est différent parce que c'est une ville qui a été transformée, parce que le côté industriel a été, au fur et à mesure, même si, comme tu sais bien, il y a 3 jours, il y a eu un gros accident, un gros incendie et un nuage toxique très polluante qui est sorti de C'est là. pas la première, hein, on en a C'est pas la vécu première plusieurs, oui, et là, ce sera malheureusement. pas la dernière. Mais Mhm. en même temps, il y a toute une partie, même aussi de la zone industrielle, qui a été reprise. Par exemple, il y a le côté où il y a le Vega, qui c'est une sorte de centre
multimédial très important où ce n'est pas très réussi encore pour le moment. Mais l'idée, c'est de transformer l'industrie chimique en quelque chose de nouveau, c'est-à-dire avec un rapport très fort avec l'environnement, ambientaliste, technologique, non? Donc aussi toute une nouvelle idée de création même aussi, parce qu'il y a des ateliers déjà d'architecture, d'artistes et tout ça. C'est un peu Donc c'est une ville. Les contextes qui augmentent fait. et qui aussi donnent une petite poussée pour les choses Et à côté, faire. il y a aussi toute l'histoire, naturellement, des luttes ouvrières. C'est une ville qui a beaucoup à raconter. Justement, il y a 2 jours, la libraire de Lille, où j'anime un atelier d'écriture, m'a envoyé, vient de sortir un livre en France sur Porto Marghera et sur l'histoire ouvrière et les luttes ouvrières de Porto Marghera. Donc, c'est aussi quelque chose qui intéresse pas seulement nous. On peut uniquement dire pour se saluer, à suivre, quelque chose à suivre. Oui, avec plaisir. Par rapport à Venise, par rapport à la terraferma, par rapport à la lagune, par rapport oui, et à surtout, la si je peux présence. ajouter une petite chose, Anna, c'est aussi le fait que aujourd'hui, Venise. Alors, on est passé d'une Venise envahie par les touristes de masse qui n'arrivaient plus à vivre parce que la quantité des gens était énorme. On est passé au zéro total. Et là, pour Venise, c'est un moment très, 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 très difficile. Mais ce que j'espère, pas seulement moi, c'est de ne pas revenir aux 30 millions de visiteurs. C'était la ruine. Exactement. Et de repartir petit à petit pour avoir finalement enfin une ville agréable qui doit vivre que nous du sommes tourisme. les premiers promoteurs d'un tourisme et des présences responsables à Venise, même s'ils partent de France, de Lyon, de la région Rhône-Alpes, de tout le monde, mais que ce soit responsable. Oui, io ti ringrazio tanto e ci grazie a te. vediamo presto e grazie. Merci beaucoup e grazie. Ciao ciao. Ciao.